Maurice Salimi, bonjour. Et bonjour. Alors Maurice, c'est ta troisième intervention dans l'archipel qui contre-attaque. Tu es avocat, mais tu as un lourd passif avec la ville de Perpignan puisque tu fus pendant quelques années son adjoint à la culture. Et tu t'aperçois qu'on est en train de déconstruire ce que notamment tu avais mis en place ou de revendiquer des choses que tu avais mis en place. Et à l'instar de Valérie Lemercier dans la pub pour le flanc chorus, c'est moi qui l'ai fait. Donc on va commencer par le début du commencement. Le projet et l'aboutissement du musée Rigaud. À la base, c'était un projet qui était le tien avec Jordi Vidal, l'ancien directeur de la culture. Oui, ça a été un projet collectif. Il est hors de question de s'arroger des paternités de quoi que ce soit. En fait, c'est Perpignan qui est propriétaire de ce projet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était un projet de Jean-Paul Alduy. Parce que notre ambition architecturale, d'abord, avant de parler de musée, c'était la réunification de l'hôtel de la Zerme avec l'hôtel du Maréchal de Mailly. C'était un défi architectural assez considérable. Nous avions sélectionné le cabinet Barbarin et nous avons énormément travaillé avec lui. Sur la base il faut rendre à César ce qui lui appartient, sur la base d'une ligne éditoriale qui avait été rédigée par Marie Costa, qui était directrice de la culture avant Jordi Vidal, et ensuite avec Jordi Vidal qui a réactivé. Donc notre projet, il était abondé par beaucoup de choses qui dépassaient à notre volonté. Il a été abondé notamment par la donation d'Ora, dont plus personne ne parle d'ailleurs. Joan Dora, qui était un immense peintre catalan et qui s'est expatrié aux États-Unis, nous avons pu bénéficier, dont la ville a pu bénéficier d'une donation très importante de l'ordre de 3 millions et demi de francs à l'époque, ce qui n'était pas rien, qui nous a permis de mettre de nouveau à nouveau le musée à niveau, ensuite de réaliser un certain nombre de travaux importants, notamment la pose d'ascenseurs et j'en passe, et puis des salles dédiées à Joan Dora, parce que c'était notre convention, mais également à la collection de Maître Rey, donc la fameuse collection des des petits formats. Des tout petits formats, oui. Le 1 étant non pas les barbares de Attila, mais le 1 de la mensuration des œuvres. Voilà, et puis bien sûr les trésors absolument incontournables en ce qui concerne nos collections permanentes et le patrimoine perpignanais et catalan essentiellement, antérieurement à l'annexion de la plaine du Roussillon par Louis XIV, qu'il fallait restituer aux Perpignanais. Ensuite, il y avait bien sûr la ligne de fuite extrêmement importante sur l'art moderne et la fréquentation dont Perpignan a pu bénéficier avec des gens particulièrement célèbres qui sont mis en lumière aujourd'hui. Donc voilà, c'était notre projet, notre ambition, nous l'avons écrit avec Marie. Nous l'avons animé et activé avec Jordi Vidal et je suis ravi au moins au niveau du taux de fréquentation en ce qui concerne la muséographie, en ce qui concerne les expositions, on peut en parler longuement, mais c'est un autre débat, mais effectivement c'est un succès sur le plan de la fréquentation dont on ne peut que se féliciter, mais c'est une œuvre collective. Voilà, c'est les premiers qui ont lancé la balle et d'autres qui sont arrivés sur le green pour mettre la balle dans le trou. Tant mieux pour eux. Alors il y avait un lien aussi entre le musée Rigaud et Feu, l'école des Beaux-Arts. Alors non, il y avait un lien entre tout, parce que Marie avait écrit, le terme n'est pas de moi, encore une fois, le projet éditorial du pôle muséal. Le pôle muséal, bon, c'est un nom barbare, comme tous les mots qu'adore Marie Costa, mais en tout cas, c'était une mise en cohérence des 5 musées de Perpignan, on ne va pas les décliner, ça serait trop long, mais les 5 musées de Perpignan, pour effectivement être en interaction sur les arts et traditions populaires, qui devaient aussi trouver leur place dans la monstration qu'on avait envisagée, qui s'est développée à la Casa Peyral, qui s'est développée au Castillet, avec le musée numismatique et de la collection Puig, là aussi dont Perpignan avait pu bénéficier, avec un cabinet spécifique en ce qui concerne les monnaies, et puis surtout le grand développement de ce qu'on a appelé nous le Grand Rigaud, avec son histoire et son avenir. Voilà. Et donc toute cette mise en cohérence qu'on a appelé le pôle muséal était un projet qui avait été rédigé sous la direction de Jean-Paul Alduy. Il faut dire les choses comme elles l'ont été, parce qu'il faut rendre à l'histoire sa vérité. Oui, on ne va pas l'appeler César. Non, pas encore.
Et donc, il y avait un lien donc entre l'école d'art et le centre Walter Benjamin. Mais le centre Walter Benjamin. On parle du centre Walter Benjamin parce qu'il va être vendu. Le centre, c'est une grande désespérance. Le centre Walter Benjamin, comme je l'avais indiqué dans le cadre de l'inauguration à laquelle nous avons participé les uns et les autres en 2014, il ne trouvait sa justification que dans la présence, la pertinence et l'action de l'école d'art. L'école d'art à Perpignan était, je crois, bicentenaire. Elle existait, elle était irriguée et elle devait être en irrigation par rapport à toutes les installations qui étaient fabriquées, conçues, réalisées par des étudiants perpignanais et qui devaient effectivement abonder ce centre. Moi, je l'avais dit, puisqu'on m'avait posé la question à l'époque, pourquoi Walter Benjamin? D'abord parce que, au-delà du martyr et de cette immense figure qui a été célébrée par Dany Caravane par le conseil départemental sur les routes de Walter Benjamin, j'avais dit que c'était une stature qui était face au vent de l'histoire, c'est-à-dire face au fascisme, à la persécution et au fondamentalisme. Et donc pour nous, c'était ce que j'avais indiqué, une épine dans le cœur des Perpignanais et un point d'interrogation qui faisait en sorte que les générations futures puissent effectivement se retrouver dans cette fierté-là et dans cette affirmation catalane qui était là, vent debout contre l'adversité et contre la répression. Pour moi, c'était extrêmement important. Mais l'un ne pouvait pas s'envisager sans l'autre, tant il est vrai qu'on permettait aux étudiants de l'école d'art de s'exprimer sur un lieu de démonstration qui était vraiment à 2 encablures et qui leur permettait d'avoir leur propre maison. Il n'était pas question d'inaugurer les chrysanthèmes ou de faire en sorte que, comme tu disais tout à l'heure, de sacraliser ou de resacraliser un photographe de Paris Match qui avait échangé une cigarette avec Picasso. Voilà, il s'agissait pour les étudiants de l'école d'art de dire Perpignan c'est ça et voilà ce dont on est capable, voilà ce qu'on est capable de faire et de développer leur conception dans ce que les Perpignanais pouvaient vivre au quotidien parce que c'est un lieu en cœur de ville. Alors le désespoir, c'est le détricotage. Je pense que le mot est faible, c'est la démolition appliquée, obsessive par l'équipe actuelle de l'ensemble de l'action culturelle que nous avions menée. Et force est de constater, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent parce que en tant qu'avocat j'accorde toujours le bénéfice du doute à ceux qui sont accusés, mais on est obligé de constater que cette équipe a tué fondamentalement toutes les espérances qu'on en avait. Alors je vais aller très vite, je vais vous envoyer un télégramme. Une parole pour la Méditerranée. Et je crois que c'était une bannière absolument incontournable qui faisait en sorte que Perpignan puisse continuer à parler dans l'histoire, puisse accueillir les réfugiés de tous horizons sur le plan culturel où ils pouvaient s'exprimer alors qu'ils étaient persécutés dans leur pays. C'est pour ça qu'on l'a fait avec Jean-Paul Aduy, qu'on a fait la laïcité dans la cité. C'est pour ça que nous avons fait le dialogue des cultures, le dialogue des religions, participation de Perpignan au Parlement des religions à Barcelone, le dialogue interreligieux, le dialogue international. Voilà, il serait trop long de citer tout, mais si je cite ces 4 ou 5 points d'achoppement qui sont majeurs, ils ont été détruits par ceux qui nous dirigent actuellement avec application, et je crois que c'est une cible qu'ils ont effectivement fixée au début de leur mandat, et ils sont en train d'y parvenir. Je crois que la dernière en date, mais tu m'as pas posé la question, je te réponds par anticipation. Oui, vas-y. C'est le théâtre municipal, bicentenaire, élisabétain, dont tous les Perpignanais, qu'ils aillent au théâtre ou qu'ils n'y aillent pas, sont particulièrement fiers, et qui seraient théoriquement transformé en amphithéâtre, comme si la ville manquait d'espace ou de volumétrie pour créer des amphithéâtres pour l'université. Enfin, ça, je crois que le comble est atteint, de dire cette espèce de coup de gueule que je suis obligé de pousser. Je suis, Nicolas, comme tous mes concitoyens, absolument terrifié de ce que quelques problèmes que nous ayons, ils soient examinés à l'aune de la comptabilité. Nous sommes gérés par des boutiquiers et par des comptables, quand en plus ils ont des actions, je ne veux pas utiliser des mots trop forts, mais qui sont des actions qui sont fondées au saut de l'imposture, ça c'est quand même un peu compliqué, parce qu'on annonce la couleur, on le fait, et puis personne n'a rien à dire. Le suffrage universel s'est exprimé. Sauf que, lorsque, comme M. Pujol, on a affirmé en 2014 à mes côtés, si j'ai voulu que naisse, je parle du centre Walter Benjamin, ce centre d'art, en liaison avec l'école, c'est pour donner du sens au Perpignan de demain, inscrit dans la modernité, qui puisse permettre de redynamiser le cœur historique et identitaire de la ville. Nous étions en phase sur ce que j'avais envisagé. Quand on en envisage purement et
simplement son abandon, sa déshérence ou sa vente à des boutiquiers, eh bien, les bras m'en tombent. Et je crois qu'il y a un moment où le mensonge doit s'arrêter. Il faut dire les choses comme elles sont. Et alors, l'université qui s'implante au centre-ville, tu en es content ou tu trouves que c'est fait à la va-vite et qu'on ne s'est pas posé la question de où on la mettait et quand ça sera fait, on va en payer le prix. Parce que Saint-Jacques, c'est particulier. Moi, je suis obsédé par l'histoire, tous ceux qui me fréquentent le savent. Il faut faire un peu d'histoire, parce que sinon on ne comprend pas le prisme de la réalité. Le problème, c'est que nous avons une histoire par rapport à ce déplacement, cette délocalisation de l'université en hyper-centre-ville. Ça a été les demandes répétées de tous ceux qui nous ont précédés auprès du ministère des Armées pour faire en sorte que, effectivement, on ait la possibilité d'installer sur le glacis de la citadelle l'université avec un U majuscule de Perpignan, avec ses 9 ou 10 000 étudiants, on peut en parler, et qui permettait effectivement une réactivation du centre-ville et de donner du sang neuf à Perpignan. Bon, ça n'a pas abouti pour un certain nombre de raisons stratégiques, avec un S majuscule, stratégique parce que on sait très bien, peut-être les Perpignanais ne le savent pas, que des installations ultra sensibles y sont conservées et qu'il est hors de question pour le ministère des Armées d'envisager son déplacement. Monsieur François Léotard, avec moi, s'y était cassé les dents. Mais bon, ceci n'ayant pas réussi, on est rendu à une politique de campus à l'américaine, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, et on prend un cache-misère pour délocaliser, si j'ai bien compris, parce que maintenant il faut comprendre tous les 2 jours, c'est-à-dire qu'il faut actualiser son logiciel avec l'équipe dirigeante, ça change tout le temps, un coup je fais, un coup non, j'ai jamais dit ça. Bon, ça serait la fac de droit de Perpignan. Bon, je suis relativement bien placé pour en parler, étant un peu juriste, un peu avocat depuis 45 ans. Bon, mais ceci étant, c'est pas une délocalisation, c'est une déportation. C'est une déportation au sens stratégique du terme, dans la mesure où on veut neutraliser, on ne dit pas son nom, c'est un faux-né de la République de Venise, on veut vitrifier une population turbulente, c'est difficile de dire autrement, en y déportant des pauvres gens qui vont être catapultés dans un quartier qui a des difficultés, qui présente des difficultés. Or, la paix et la sécurité publique, elles sont l'apanage et la responsabilité des politiques, elles ne sont pas l'apanage et la responsabilité des étudiants. Je veux parler notamment du saccage des vitres des archives municipales, d'une population qui est totalement, qui est installée depuis 5 siècles, si on connaît l'histoire de la communauté gitane de Perpignan, mais qui est totalement éberluée de ce projet qui est sans queue ni tête, sauf à satisfaire la publicité de certains égos ou certaines ambitions. Voilà le problème. Le problème, c'est que comment amputer une partie de l'université en déportant les étudiants de droit, les amenant en centre-ville où ils n'ont rien à faire parce qu'on n'a aucune mesure d'accompagnement. Je veux parler en termes de transport, je veux parler en termes de gratuité de stationnement, je veux parler en termes d'alimentation, je veux parler en termes de cinéma, je veux parler en termes de tous les actes de la vie quotidienne dont les étudiants sont demandeurs, et à juste titre, que nous quand nous étions étudiants, nous avons trouvé, et qui ne trouveront pas en hyper-centre-ville, sauf à, effectivement, heurter les habitudes et les coutumes d'une population totalement polymorphe, qui va ressentir ça comme étant un affront, et à fabriquer des malheureux qui seront, encore une fois, et je souligne le terme, ils sont en déportation. Maurice Halimi, quelle est la question que je t'ai pas posée, qui serait temps que je te pose, sans quoi cette interview serait totalement incomplète? Cette espèce d'imposture consistant à dire que désormais la culture devrait être populaire. Alors ça, c'est quand même ahurissant. La culture à Perpignan, d'abord, elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, on ne voit pas où on va. Poser la question à n'importe quel Perpignanais de savoir exactement quelle est la pertinence de l'action culturelle. On n'a pas de directeur de l'action culturelle, pardon pour M. Saez, mais cumuler les fonctions pour des raisons strictement comptables du directeur de la médiathèque avec les fonctions du directeur de la culture, je dois dire que c'est quand même assez hors norme. Alors le pauvre homme, il doit être effectivement... Il est rhabillé pour l'hiver, mais ça tombe bien, il arrive. Il doit être effectivement très brillant. Ou très courageux. Mais ceci étant, il n'y a pas de programme culturel qui soit développé à Perpignan. Le problème, c'est que la culture, soi-disant, qui devrait, selon les termes de M. Pinel, démarrer des quartiers pour être en irrigation et remonter à la tête, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que l'ersatz, au sens du Troisième Reich, de la culture de nos successeurs, eh bien, désormais, c'est effectivement réduit à peau de chagrin.
avec des effets d'annonce qui sont donnés sur de grandes expositions qui n'ont de sens que dans la tête de leurs concepteurs, qui n'ont pas de suite, parce qu'après Picasso on fait quoi? À mon avis on fait Botticelli, parce que au Rembrandt il faut être au Modigliani, donc il faut être au niveau. Je vois pas très bien, je vois pas très bien où ça va, tout ça c'est un bateau ivre, et la plus grande des impostures, c'est de prétendre que la culture est populaire. Je ne me suis pas laissé dire que tout le dispositif qui avait été annoncé, d'ailleurs, à partir de 2014, était mis en place notamment au niveau des quartiers. Je ne m'étais pas entendu dire qu'il y avait l'organisation de grands colloques en ce qui concerne de grandes manifestations, en ce qui concerne le tag, en ce qui concerne l'expression murale, en ce qui concerne la vraie culture telle qu'elle s'exprime dans les métropoles. Voilà, les Perpignanais s'en sont pas aperçus, ou alors je ne vis pas à Perpignan. Maurice Halimi, merci. Ben, je t'en prie, merci à toi Nicolas.